Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter le détail des règles de Zombicide Invader. Commençons par la mise en place. La première étape est de choisir une mission parmi les 11 proposées. Cependant, la mission 0 est assez basique, car elle sert de tutoriel. Prenons donc, par exemple, la mission 1. Chaque mission commence par indiquer sa difficulté, le nombre minimum de survivants requis, ainsi que la durée estimée de jeu. S'ensuit une petite description scénaristique, la liste des dalles requises, ainsi que leur disposition. On s'occupe alors de les mettre en place sur la table. La suite de la fiche mission indique l'objectif à atteindre, ainsi qu'une série de règles spéciales pouvant impacter également la mise en place. Ensuite, on place les objectifs, les zones d'invasion et tous les autres pions comme indiqué sur le schéma de mission. Un encadré gris sert de référence. On mettra sur le côté les cartes de réservoir d'oxygène, ainsi que les cartes de référence du robot pacificateur et de la sentinelle Falcon. On mélangera séparément les paquets de prototypes, de xéno et d'équipements que l'on mettra à côté de l'aire de jeu. Les joueurs se répartissent alors autant de survivants que la mission l'exige. Ici, 6. Les survivants sont répartis en deux catégories, les civils et les militaires. Ils sont identifiables par le symbole sur leur fiche d'identité. Les civils sont capables de fouiller n'importe où dans la base, mais leurs armures sont moins bonnes que leurs homologues militaires. Cependant, ces derniers ne peuvent fouiller que dans les salles de sécurité. De plus, chaque survivant se différencie également par ses compétences. Par exemple, Mitsuki a le contrôle du robot pacificateur dès le début de la partie, ou encore Jared, qui est capable de repousser les xénos présents sur sa case, sur une case adjacente. Une fois la répartition faite, chaque joueur récupère un tableau de bord par personnage joué et y place leur fiche d'identité. Le compteur d'expérience devra bien être mis sur la case 0. Chaque personnage se verra assigner une couleur. On mettra ainsi les pions de la couleur choisie sur la compétence bleue, sur le niveau d'armure maximum et dans la réserve. Le socle de la couleur choisie sera également attaché à la figurine correspondante. Les cartes d'équipement de départ, au même nombre que les survivants, seront ensuite mélangées et distribuées aléatoirement aux joueurs. Cela constituera la première arme des survivants et sera placée sur l'emplacement main du tableau de bord. Les figurines des survivants sont alors placées sur l'aire de départ des survivants. Le tout est en place et la partie peut maintenant démarrer. Mais voyons déjà comment est agencé le terrain. Tout d'abord, les zones. À l'intérieur d'un bâtiment, une zone peut être une salle délimitée par des cloisons. Il peut aussi s'agir d'une zone de couloir, délimitée par les cloisons et le marquage au sol. En extérieur, les zones sont délimitées par les murs des bâtiments et par le marquage au sol. Les lignes de vue sont affectées par le type de zone qu'elles traversent. Elles ne peuvent jamais être tracées en diagonale. Dans les couloirs et les zones extérieures, les lignes de vue ne sont bloquées que par les cloisons et les murs. Les zones de salle, elles, limitent les lignes de vue à une zone de distance. Un personnage présent dans une salle verra ce qui se passe dans les salles adjacentes possédant une ouverture, mais il ne verra pas plus loin. Enfin, les déplacements se font de zone en zone et sont bloqués par les murs et les cloisons. Les déplacements en diagonale sont interdits. Voyons maintenant l'équipement. Il y en a de différents types, et commençons par les armes. Il y en a de deux types, les armes à distance et les armes de mêlée. On les reconnaît grâce aux symboles présents sur leur carte. Ce point est important car certains effets de jeu font spécifiquement référence à un type d'arme en particulier. Chaque arme est dotée d'un type de munitions.
Le symbole de balle indique des munitions conventionnelles et ne peuvent pas être utilisées dans les zones extérieures. Il s'agit du vide après tout. Les armes dotées du symbole énergie fonctionnent via leur propre source d'alimentation et peuvent être utilisées n'importe où. Certains équipements sont également bruyants et génèrent un pion bruit à chaque action utilisée, contrairement aux équipements silencieux. La lecture des cartes fonctionne ainsi. Le symbole de main indique que cette carte doit se trouver en main pour pouvoir être utilisée. Le symbole silencieux ou bruit indique si l'arme fait du bruit à chaque utilisation. Le type de munition indique si l'arme est utilisable en extérieur ou non. Le symbole d'arme indique s'il s'agit d'une arme de mêlée ou à distance. Le premier symbole en bas indique la portée minimale maximale de l'arme en nombre de zones. Le second symbole indique le nombre de dés lancés à chaque attaque. Le symbole suivant indique la précision de l'arme. Il s'agit de la valeur minimale à atteindre sur un dé pour obtenir un succès. Un dé faisant moins que cette valeur est un échec. Le dernier symbole indique le nombre de dégâts qu'inflige l'arme à chaque succès. Enfin, certaines armes portent le symbole dual. Si un personnage est équipé de deux armes duales ayant le même nom, il cumule les dés de chaque arme pour chaque attaque. Par exemple, un personnage ayant 2 pistolets mitrailleurs lancera 4 dés au lieu de 2, puisqu'il utilise les deux armes en même temps. Certains équipements se mettent sur l'armure, et sont représentés par le symbole corps, et sont donc à mettre sur un emplacement corps pour pouvoir être utilisés. D'autres équipements avec un symbole plus permettent d'améliorer une arme ou de représenter ses munitions. Pour être actifs, ces équipements doivent être liés à l'arme en étant directement glissés en dessous. Pour finir, les équipements sans symbole ne peuvent être rangés que dans le sac à dos et sont utilisables à n'importe quel moment du tour du joueur. L'inventaire de chaque personnage est représenté sur son tableau de bord. Ils peuvent porter jusqu'à 9 cartes équipement. 5 cartes équipement de n'importe quel type peuvent être rangées dans le sac à dos, et 2 emplacements corps et 2 emplacements main peuvent accueillir les équipements correspondants. Les améliorations d'armes peuvent être directement glissées sous les cartes d'armes et ne comptent donc pas dans la limite des 9 cartes d'équipement maximum. Pour chaque Xénos qu'il tue, un survivant gagne 1 point d'expérience qu'il reporte sur sa barre de danger. Tuer l'abomination rapporte quant à elle 5 points d'expérience, tout comme récupérer un objectif. La barre de danger est divisée en 4 paliers de couleurs différentes. Franchir un palier déclenche 2 effets. Le premier est que le survivant accède à une nouvelle compétence sur le palier franchi. Par exemple, Cole passe au niveau de danger orange. Il aura donc le choix entre lancer un dé de plus à chaque fois qu'il fait une attaque à distance, ou de pouvoir contrôler toutes les machines du plateau. On utilise un jeton pour marquer la compétence acquise, et elle est utilisable immédiatement. La liste et la description de toutes les compétences sont disponibles à la fin du livre de règles. Cependant, faire monter le niveau de danger a un deuxième effet, celui d'attirer plus de Xénos. Les cartes Xénos indiquent le nombre de zombies arrivant selon différentes valeurs en fonction du niveau de danger atteint. On applique toujours celle du niveau de danger le plus élevé parmi les survivants en jeu. Le mieux est donc de se répartir le plus possible l'expérience accumulée. Chaque round est divisé en 2 phases. La première est la phase des joueurs. En commençant par le premier joueur, chacun active ses survivants dans l'ordre de son choix. De base, chaque survivant a droit à 3 actions par tour, mais cette limite peut être augmentée en fonction des compétences déverrouillées. Diverses actions sont disponibles pour nos survivants, à commencer par le déplacement. Pour une action, un survivant se déplace d'une zone. Certaines compétences permettent de se déplacer de plus d'une zone par action, mais si le déplacement passe par une zone contenant des Xénos, alors l'action prend fin immédiatement. De plus, pour quitter une zone contenant des Xénos, un survivant doit dépenser une action supplémentaire par Xénos présent. Par exemple, quitter une zone contenant 2 Xénos coûtera 3 actions. L'action de fouille, elle permet de récupérer de l'équipement.
elle n'est utilisable que dans les zones de salle et si aucun Xénos n'est présent dans la zone. Un militaire, lui, ne pourra que fouiller dans les zones de sécurité. De plus, un survivant ne peut effectuer qu'une seule action de fouille par tour. Le joueur pioche alors une carte équipement et peut soit la ranger dans son inventaire qu'il peut réorganiser gratuitement, ou la défausser directement. L'action de réorganisation et d'échange permet de réorganiser son inventaire pour changer d'arme par exemple, mais aussi d'échanger de l'équipement avec un autre survivant présent dans la zone. Cet autre survivant gagne aussi une action de réorganisation gratuite. L'échange n'a pas besoin d'être équitable et vous pouvez tout échanger, y compris les pions de télécontrôle. L'action d'activation d'objectifs permet de déclencher un effet décrit dans les objectifs de mission et de récupérer 5 points d'expérience. L'action de bruit permet de placer un jeton bruit dans la zone du survivant. Le survivant peut aussi ne rien faire et perdre toutes ses actions. L'action de combat permet de choisir une arme, ou plusieurs, et de lancer les dés indiqués sur celle-ci pour effectuer une attaque. L'action d'attaque est divisée en 2 sous-catégories. L'action de mêlée, qui permet au survivant d'attaquer un Xénos présent dans sa zone, et l'action à distance, qui permet d'utiliser une arme à distance pour tirer dans une zone unique, à portée de son arme et en ligne de vue. Cependant, les armes à distance ne permettent pas de choisir sa cible et se font par ordre de priorité. Les premières cibles d'une arme de tir sont toujours les tanks ou les abominations, au choix, puis quand il n'y en a plus, ce sont les ouvriers, et enfin, ce sont les chasseurs. De plus, s'il y a des survivants présents dans la zone de tir, chaque tir raté touchera un survivant au choix. Par exemple, utiliser une masse dans sa zone permet de lancer 3 dés. Chaque résultat de 3 ou plus est une réussite, et chaque réussite inflige un dégât. Autre exemple, tirer au fusil lourd permet de tirer dans les 2 zones adjacentes en ligne de vue. Cela permet de lancer 2 dés. Chaque résultat de 4 ou plus est une réussite. Chaque réussite inflige 2 dégâts. Puisqu'il s'agit d'une arme de tir, les cibles sont soumises à l'ordre de priorité, à savoir les abos et les tanks, puis les ouvriers, et enfin les chasseurs. Et si un survivant est présent dans la zone, il sera touché sur un résultat de 3 et moins. Chaque Xénos ont une résistance différente, mais j'y reviendrai plus loin. L'action de machine permet de donner une action au robot ou à la sentinelle présente en jeu, en fonction de la compétence ou du jeton utilisé. La sentinelle ne peut être utilisée que pour effectuer des attaques à distance. Le robot, lui, a accès à plus d'options. Il peut se déplacer, faire une attaque de mêlée ou faire une attaque à distance. De plus, si le robot est présent dans la même zone que son utilisateur et que ce dernier se déplace, il pourra le suivre gratuitement. Le robot ne suivra cependant pas son utilisateur si celui-ci utilise une compétence spéciale pour se déplacer. Quand un survivant utilise une machine, on place un jeton d'activation de machine à côté de celle-ci. Enfin, la dernière action disponible est gratuite et utilisable une fois par tour. Il s'agit de l'activation de porte. Une porte peut être ouverte ou fermée en plaçant ou retirant un jeton de porte fermée. Une porte qui a été détruite ne pourra plus être utilisée. Attention, car il n'y a que 5 jetons de porte dans la boîte, ce qui limite leur utilisation. Il y a 3 types de salles un peu particulières. La salle de sécurité. Il s'agit de la seule salle pouvant être fouillée par des survivants militaires pour récupérer de l'équipement. La salle de réserve d'oxygène. Un survivant peut dépenser une action pour récupérer une carte réservoir d'oxygène. Il s'agit d'un équipement de type corps qui permet aux survivants de se déplacer dans les zones extérieures lorsqu'il en est équipé. Quand il effectue cette action, le survivant peut réorganiser gratuitement son inventaire. Le SAS. Elles sont représentées par l'écrit Airlock. Il s'agit de salles qui donnent accès à l'extérieur. On considère que les portes du SAS bloquent les lignes de vue. Pour emprunter une de ces portes, un survivant doit obligatoirement avoir une réserve d'oxygène dans l'un de ses emplacements corps.
Parlons maintenant plus en détail de nos adversaires, les zombies Xenos. Ils sont divisés en 4 catégories. Les premiers sont les ouvriers, faibles mais nombreux. Ils infligent 1 dégât aux survivants par attaque, et une arme ayant une valeur de dégâts de 1 ou plus les élimine. Les tanks, plus forts et plus résistants. Ils infligent 2 dégâts par attaque, et seules les armes ayant une valeur de dégâts de 2 ou plus les éliminent. Les chasseurs, très rapides. Ils infligent 1 dégât par attaque, et les armes ayant une valeur de dégâts de 1 les éliminent. Leur particularité est d'avoir 2 actions par round au lieu d'une. Enfin, l'abomination putrescente, très forte et très résistante. Elles infligent 3 dégâts par attaque, et seules les armes ayant une valeur de dégâts de 3 ou plus les éliminent. Aucune arme de la boîte de base ne possède une telle valeur de dégâts. Il faudra donc user d'une autre méthode. De plus, cette horreur répand de la fonge partout où elle passe à l'intérieur des bâtiments. Chaque fois qu'une abomination se déplace dans une zone sans fonge, on place un pion de fonge. Si elle se déplace sur un pion de fonge inactif, on le retourne côté actif. Quand un pion de fonge est mis en jeu, les jetons de porte et d'objectif sont retirés de la zone. Si l'objectif ainsi retiré faisait partie des conditions de victoire de la mission, celle-ci est échouée. Toutes les cloisons en contact avec la fonge sont dorénavant considérées comme des ouvertures, excepté les murs extérieurs. La zone ne peut plus être fouillée et perd toute capacité spéciale. Par exemple, si une salle de réserve d'oxygène est recouverte de fonge, il n'est plus possible de récupérer de réservoir d'oxygène. Les sas cependant ne sont pas affectés et la fonge ne se répand pas à l'extérieur. Une fonge sur son côté actif bloque les lignes de vue comme une salle. Une fonge sur son côté inactif ne bloque plus les lignes de vue comme un couloir. De plus, si 2 zones d'invasion sont reliées par une ligne continue de fonge active, alors la partie est perdue. Afin d'affronter une abomination ou même un tank, un survivant peut effectuer une attaque dirigée afin d'augmenter ses dégâts. Pour ce faire, le joueur désigne une cible en particulier, sachant que les armes à distance sont toujours soumises à l'ordre de priorité. Cette cible sera la seule à pouvoir être abattue, quel que soit le résultat des dés. Le calcul des dégâts se fait en multipliant les dégâts de l'arme par le nombre de réussites. Par exemple, avoir 2 réussites avec un fusil de combat fera une attaque d'une valeur de 2, suffisant pour abattre un tank. Ou encore, avoir 2 réussites avec le trancheur lourd fera une attaque d'une valeur de dégâts de 4, bien assez pour abattre l'abomination. L'excédent de dégâts sera perdu, car seule une cible peut subir l'attaque. Et afin d'affronter n'importe quoi, et même la fonge dans une certaine mesure, le feu d'enfer est la solution. Il s'agit d'une attaque de lance-flamme combinée à une cartouche. Pour effectuer l'attaque, le survivant défausse la cartouche pour cibler une zone et toutes les figurines présentes sont éliminées. Le survivant gagne ainsi l'expérience de toutes les cibles. Cependant, s'il y avait des pions objectifs, ils sont également retirés. Si la zone ciblée avait un pion de fonge active, on la retourne du côté inactif. Maintenant qu'on a vu le détail de la phase d'activation des joueurs, plus quelques petits extras, voyons la phase des Xenos. Celle-ci est divisée en 2 étapes, en commençant par l'activation. Chaque Xenos a droit à une action, excepté, comme on l'a vu plus tôt, les chasseurs qui en ont 2. Les actions à leur disposition sont l'attaque et le déplacement. Chaque Xenos présent dans la même zone qu'un survivant effectuera une attaque. Celle-ci touche automatiquement et inflige un nombre de dégâts variable selon le type de Xenos. Par action d'attaque, les ouvriers et les chasseurs infligent 1 dégât, les tanks 2 et les abominations 3. Si plusieurs survivants sont présents dans la même zone, les joueurs peuvent répartir les attaques à leur convenance. Vous pouvez même allouer toutes les attaques à une seule et même cible. Les survivants perdent 1 point d'armure par dégâts subis, ce que l'on reporte sur le tableau de bord des survivants. Un survivant est éliminé
si son compteur d'armure tombe à 0. Les machines, le robot et la tourelle, ne possèdent qu'un point d'armure, ce qui veut dire que n'importe quelle attaque leur sera fatale. Cependant, n'oubliez pas que les machines ne peuvent être prises pour cible que s'ils ont été activés au cours du tour et qu'ils possèdent un pion activation. Les Xénos qui n'ont pas pu attaquer se déplacent d'une zone vers les survivants. Pour déterminer leur zone de destination, on vérifie s'il y a un ou plusieurs survivants en ligne de vue. Si oui, ce sera leur destination. Si plusieurs zones contenant des survivants sont en ligne de vue, le Xénos se dirigera vers la plus bruyante. C'est à ce moment-là qu'intervient l'intérêt des jetons bruit. De plus, les survivants ne sont pas des modèles de silence, et on considère que chaque survivant compte comme un pion bruit supplémentaire. Enfin, si aucun survivant n'est en ligne de vue, le Xénos se dirigera vers la zone la plus bruyante du plateau. Les Xénos empruntent toujours le chemin le plus court pour arriver à leur destination, et on ignore les portes fermées pour déterminer ce chemin. Si un ou plusieurs Xénos sont bloqués par une porte, ils dépensent tous leur action pour la détruire. On retourne donc la porte sur sa face détruite et ne pourra plus être fermée. N'oubliez pas que la fonge retire également les marqueurs de porte détruite. Si plusieurs trajets permettent à un groupe de Xénos d'atteindre leur cible, ou si plusieurs cibles égales s'offrent à eux, le groupe de Xénos se sépare en deux groupes égaux. Si le nombre de Xénos est impair, les joueurs décideront quelle direction prendra le dernier Xénos. On appliquera la même chose si le Xénos a le choix entre plusieurs directions. Les joueurs choisissent quel chemin il empruntera. Une fois que vous aurez activé tous les Xénos, vous activerez une nouvelle fois, selon les mêmes règles, les chasseurs afin qu'ils effectuent leurs deuxièmes actions. Maintenant que les Xénos présents ont été activés, de nouveau arrivent par les zones d'invasion. Choisissez une zone d'invasion et tirez une carte Xénos. Regardez le type de Xénos qui apparaissent, ainsi que leur nombre. Ce dernier est régi par le niveau de danger le plus élevé parmi les survivants. Si par exemple, un survivant a atteint le niveau de danger jaune et les 5 autres survivants sont encore au niveau de danger bleu, on regardera la ligne jaune. Prenez le nombre de figurines correspondant au type indiqué et placez-les dans la zone d'invasion. Répétez cette opération pour chaque zone d'invasion en procédant dans le sens horaire. Les étapes d'invasion suivantes suivront toujours le même ordre d'activation de zones d'invasion. Certaines missions contiennent des zones d'invasion vertes ou violettes. Sauf indication contraire, celles-ci sont inactives et ne génèrent pas de Xénos jusqu'à ce qu'un événement spécifié dans les règles de mission ne soit atteint, comme par exemple l'activation d'un objectif. Certaines cartes Xénos fonctionnent un peu différemment. Les cartes d'activation supplémentaire ne génèrent aucun Xénos dans la zone spécifiée, mais donnent une activation supplémentaire à tous les Xénos du type indiqué par la carte. Cependant, au niveau bleu, ces cartes n'ont aucun effet. Les cartes de l'abomination putrescente, elles, produisent deux effets. Tout d'abord, toutes les abominations putrescentes en jeu reçoivent une activation supplémentaire. Ensuite, vous placerez une abomination putrescente dans la zone d'invasion si vous en avez encore en réserve. Les cartes xénofongiques sont particulières, car elles font apparaître les Xénos non pas dans la zone d'invasion spécifiée, mais sur toutes les zones de fonge actives. Chacune de ces zones reçoivent le nombre et le type de Xénos indiqués par la carte. Un dernier type d'invasion peut apparaître et prend effet durant le tour des joueurs, et plus précisément durant la fouille. Lorsque vous tirez une de ces cartes durant la fouille, ces cartes d'invasion fonctionnent comme les cartes xénofongiques, faisant apparaître les zombies sur les zones de fonge actives. Puis, vous pourrez piocher une carte d'équipement supplémentaire, en espérant finalement trouver votre équipement. Si à un moment ou à un autre, vous vous retrouvez à devoir placer plus de figurines sur le plateau que la boîte n'en contient, placez-en autant que possible sur la zone d'invasion ou sur les zones de fonge actives, en fonction de la carte d'invasion, puis toutes les abominations présentes sur le plateau reçoivent une activation supplémentaire. Et si vous avez une figurine d'abomination putrescente disponible, celle-ci apparaît dans la zone d'invasion ou sur une fonge active encore non utilisée, en fonction de la carte d'invasion. Une fois la phase de Xénos terminée,
on attaque la dernière phase, celle de fin de round. Très courte, il vous suffit de retirer tous les jetons activation machine et des jetons bruit du plateau. Le joueur à gauche du premier joueur reçoit le jeton premier joueur, et un nouveau tour commence. Pour gagner la partie, vous devez réussir l'ensemble des objectifs décrits par l'objectif de mission. Pour perdre la partie, vous avez plusieurs possibilités. Si un seul survivant est éliminé, si 2 zones d'invasion sont reliées par une ligne ininterrompue de fonge active, ou si la fonge détruit un des objectifs de mission, dans un de ces cas-là, la mission est perdue. Quelques règles optionnelles vous sont proposées. Le mode ultra rouge. À chaque niveau de danger passé, les survivants gagnent une compétence. Ce qui veut dire qu'au niveau orange et rouge, ils devront faire le choix entre plusieurs compétences. Et bien avec le mode ultra rouge, une fois que votre niveau d'expérience atteindra le niveau rouge, remettez votre compteur d'expérience à 0 et continuez à gagner de l'expérience normalement. Une fois le niveau orange atteint, vous pourrez déverrouiller la deuxième compétence orange. Et une fois le niveau rouge atteint, vous pourrez déverrouiller une nouvelle compétence rouge. Vous pourrez recommencer encore jusqu'à obtenir toutes les compétences. Cependant, une fois que le niveau rouge aura été atteint, il le restera en ce qui concerne l'apparition des Xenos. Vous pouvez également ajuster la difficulté pour modifier l'impact des zones d'invasion. Chaque carte d'invasion possède un numéro. Celles numérotées de 1 à 25 sont plus simples. De 26 à 50 sont plus compliquées, et de 51 à 54 génèrent les activations supplémentaires. En retirant certaines de ces cartes, vous pourrez rendre le jeu plus simple ou plus difficile, selon votre désir. Vous pouvez également jouer avec plus de 7 survivants, et donc plus de 7 joueurs, et ce jusqu'à 12. Des extensions de Zombicide Invader étant disponibles, ajoutant de nouveaux survivants, vous pourrez les ajouter à vos parties. Mais en contrepartie, il vous faudra ajouter des zones d'invasion supplémentaires à la mission, selon un tableau en fonction du nombre de survivants. Ces zones d'invasion supplémentaires, vous pourrez les placer dans la zone de votre choix, et même les superposer à celles déjà existantes. Et voilà, vous connaissez maintenant les règles de Zombicide Invader, et j'espère que cela vous aidera à survivre dans cet environnement hostile. Mais si vous avez des questions à propos de ce jeu ou des remarques, postez-les en commentaire et je serai heureux d'y répondre. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite bon jeu. À bientôt!